Houdin, le créateur. Hello les rocs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Rock, l'émission qui distille connaissances et valeurs pour aider la jeunesse africaine à libérer son potentiel. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet extrêmement important pour toute communauté, l'éducation. À travers les âges et de diverses manières, elle a façonné les hommes et les femmes de tous les groupes humains, les préparant à servir leur communauté tout en gagnant leur vie. Mais depuis plusieurs années, de nombreuses voix s'élèvent à travers le continent pour pointer du doigt la nécessité d'accorder davantage de systèmes éducatifs aux réalités, aux besoins du marché qui est en pleine évolution. Alors, comment entrevoir l'éducation du 21e siècle sur le continent africain? Est-ce aussi simple de changer de cap et de donner une nouvelle orientation au contenu de nos programmes? Quels sont les métiers d'avenir et les disciplines qui sont appelées à mourir? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité du jour, Monsieur Wilfried Arwansou. Monsieur Wilfried Arwansou, bonjour. Bonjour, Régis. Vous vous occupez de questions liées à l'orientation professionnelle d'étudiants à l'université d'Abo-Mekalavi. C'est bien ça. Merci d'être avec nous pour échanger sur ce sujet. C'est à moi de vous remercier. Alors, de façon générale, tous les acteurs s'accordent à reconnaître qu'il existe dans nos pays un déphasage réel entre le système éducatif et les besoins effectifs du marché. Pourquoi continue-t-on donc avec le même système si on reconnaît qu'il y a malaise? Merci pour la question. D'entrée de jeu, je voudrais rappeler que je ne suis pas ici en tant que spécialiste des questions d'éducation. Je n'en ai ni le titre ni le diplôme. Mais je suis un acteur du secteur de l'éducation au Bénin, notamment du secteur de l'enseignement supérieur. Et en tant que tel, j'ai développé une certaine perception de la manière dont les choses se font. Et à ce titre, je ne peux pas dire qu'il y a une inertie des autorités, notamment dans la prise en charge de ce déphasage que vous semblez avoir observé entre le secteur de l'éducation et les besoins du monde professionnel. Et donc, il y a plusieurs actions qui se mènent. Ces actions-là se mènent au sein du secteur de l'éducation, notamment à l'université, et elles ont pour but d'adapter les offres de formation aux besoins du monde professionnel. Et également au sein de l'université, ces actions-là ont pour but d'outiller les étudiants à se préparer à ce qui les attend dehors, donc en sortant de l'université. Donc je pense qu'il y a autant d'actions qui se font. Ces actions-là ont également rapport aux réflexions qui se mènent sur la pertinence de certaines offres de formation. Est-ce qu'il est nécessaire de les retirer? Est-ce qu'il est nécessaire de les reformuler, etc. Donc autant de choses qui se font, peut-être qui ne se perçoivent pas directement du commun des mortels, mais certainement il y a une prise de conscience et des actions qui se mènent pour réduire le déphasage, comme vous le dites. Très bien. On sait qu'il y a plusieurs métiers qui existent aujourd'hui, qui sont appelés à disparaître, bien évidemment. Et c'est pour ça que ce sujet nous tient à cœur, parce que nous avons la vocation à la Rock Academy à apporter des informations, servir un peu de boussole à la jeunesse. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques-uns de ces métiers qui aujourd'hui sont plus ou moins, non, je veux dire qui hier étaient plus ou moins répandus, mais qui disparaissent et vont complètement être rayés de la carte dans quelques années? Alors, je crois qu'il est nécessaire de faire une certaine observation de notre paysage et de voir les secteurs dans lesquels il est plutôt difficile de s'insérer. Et généralement, je pense à l'administration publique tout au moins. Parce qu'on sait que pour aller là-bas, il faut passer un concours. Absolument. Malheureusement, certains établissements forment en n'ayant pas l'esprit qu'il y a un concours à passer. Et donc, que le concours va faire un filtrage. Et que, en fin de compte, l'administration ne recrutera que des personnes dont il a besoin. C'est-à-dire un petit nombre. Peut-être un concours va être lancé, on recrutera au maximum 100 personnes, alors que sur les 2 ou 3 années précédentes, le concours, on en aura formé 800 ou bien 900. Qu'adviendra-t-il du reste? Qu'adviendra-t-il du reste? Donc, je pense à l'administration, mais je pense également à certains métiers où les étudiants, en finissant, ne savent pas exactement faire quelque chose de leur main. Ils ont peut-être reçu des connaissances d'ordre théorique, mais quand ils finissent, et quand on leur demande qu'est-ce que vous avez fait, ils ont des difficultés à le dire. Et donc, au moment de faire le choix, et peut-être je vais y revenir à plusieurs reprises au cours de l'émission, au moment de faire le choix de la filière dans laquelle on voudrait s'inscrire, il est nécessaire de savoir
qu'est-ce que je peux faire avec cette formation-là? Et la réponse à cette question permet de savoir vers quel métier s'orienter. Ben justement, qu'est-ce que je peux faire avec cette formation? Est-ce qu'il est du devoir de l'étudiant uniquement d'aller faire cette recherche ou est-ce qu'il appartient également aux différents acteurs de la chaîne de mener la réflexion avec les étudiants et surtout de mettre en lumière les différentes options qui peuvent se présenter à eux une fois qu'ils ont fini. Parce qu'il y a un problème d'orientation de façon globale que nous avons dans nos environnements depuis le lycée, si je peux dire. C'est ça, c'est ça. Oui, la responsabilité première, je dirais, incombe à la personne qui fait le choix. Donc, la personne qui va faire les études. Donc, à l'étudiant. C'est à lui de savoir où il va, puisque c'est de sa vie. Il est question de sa vie, donc de sa carrière professionnelle. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait des acteurs qui puissent l'orienter dans son choix. Donc, c'est là où les acteurs du système de l'éducation interviennent en accueillant un étudiant qui vient prendre des renseignements sur une filière. Il faut être en mesure de lui dire, avec cette filière, après avoir obtenu ce diplôme, vous serez en mesure de travailler dans tel secteur, vous travaillez dans le privé, vous travaillez dans tel type d'entreprise, pour que l'étudiant sache déjà s'il a envie de s'orienter vers ces secteurs-là. Exactement. Et dans une grande mesure également, il y a les parents à la maison qui doivent accompagner leurs enfants dans ces choix-là. Généralement, de ce que j'observe, les étudiants, les enfants étudient ce que veulent leurs parents. La plupart du temps. Et est-ce que les parents eux-mêmes savent exactement ce qu'ils veulent que les enfants fassent? Malheureusement, non, les parents ne savent pas. Les parents ont dans la tête des métiers qui paraissent nobles. Nobles, oui, exactement. Donc les parents, la plupart du temps, pensent à la médecine. Au droit. Ils pensent au droit. Ils pensent à la diplomatie. Aller faire la communication. Et ils décident, quand leur enfant en seconde, ils décident si l'enfant ira en série D ou s'il ira en série A. Généralement, il y a des enfants qui n'ont peut-être pas les aptitudes, mais on les oriente, on leur dit, tu peux y arriver. Et parce qu'ils ne sauraient pas très bien dans les matières scientifiques, on les envoie en série D. Oui, parce qu'on dit, là, tu es entre les deux. Sortir, voilà. Donc, ce ne sont pas vraiment des choix par conviction. Non. Parfois, c'est un peu par défaut, ou c'est simplement parce qu'on veut que l'enfant fasse une série scientifique, sans avoir un projet. Un projet de vie. Projet professionnel. Le projet professionnel. Que malheureusement, les étudiants ne savent pas écrire ou ne pensent pas à écrire. Et ce projet professionnel-là, on peut commencer à l'écrire bien avant d'avoir eu le bac. On peut commencer à faire ses recherches. Tout étudiant, tout jeune a certaines aspirations. J'ai envie de devenir telle chose. Et donc, pour devenir cette chose-là, qu'est-ce qu'il me faut? Ou qu'est-ce que j'ai? Donc, ce sont des questions qu'il faut commencer à se poser dès le plus bas âge. Et après avoir eu le bac, après avoir reçu les guides des filières dans lesquelles on peut s'inscrire dans les universités, il faut voir, parce que ces guides-là, pour la plupart d'entre elles, montrent les débouchés. Donc, il faut aller lire les débouchés, mais il faut également voir, en fait, une petite recherche sur Google pour voir, est-ce que ces secteurs-là sont des secteurs porteurs? Donc, il y a une recherche d'information qui doit être perpétuelle, permanente, et que les étudiants peuvent faire, leurs parents peuvent les aider. Parce que si le parent n'aide pas l'étudiant à faire son choix, à la fin, c'est lui qui perd, c'est lui qui débourse. Il débourse pour la licence, et ensuite il décide qu'il veut que son enfant soit un cadre. Donc, il débourse pour le master. Et après, il se rend compte qu'il n'y a pas de débouché. Et là, il est obligé de débourser encore pour que l'étudiant fasse sa reconversion professionnelle. Qu'il aille vers une autre filière ou qu'il continue vers un doctorat, mais toujours en ne sachant pas. En ne sachant pas. Ce qu'il en deviendra à la fin. C'est ça. Et nous vous invitons donc, chers parents qui nous regardez, à mener cette démarche, cette réflexion avec vos enfants, avec vos jeunes frères, pour les aider justement à trouver des voies, ou en tout cas à réfléchir le plus tôt possible à ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils pourraient faire avec telle ou telle discipline. Et il y a d'ailleurs sur le site de la Rock Academy une formation, une masterclass avec Alex Balogun qui s'intitule « Trouver sa voie pour réussir sa vie ». Parce qu'il est important aussi de faire ou d'exercer, je dirais, une profession qui est dans une certaine mesure en accord avec ses aspirations. Épanouissante. Exactement, épanouissante, une activité épanouissante. Et que pensez-vous de l'auto-formation? Je parlais de la Rock Academy à l'instant. Que pensez-vous de l'auto-formation? Pensez-vous que cela puisse constituer une bouée de sauvetage? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'actions en cours, que ce soit au Bénin ou dans d'autres pays africains.
Le temps que ces actions-là arrivent à terme, c'est normal, il y a un processus. Ça va mettre quelques années. Est-ce que, en attendant, l'auto-formation vous paraît être une solution vers laquelle on peut se tourner en complément, bien sûr, de l'éducation conventionnelle? Absolument, absolument, parce que généralement, de ce que j'observe, il y a peu de personnes qui arrivent à trouver un emploi dans le secteur dans lequel ils ont obtenu un diplôme. Et de plus en plus, en observant les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de jeunes qui embrassent des métiers qui peut-être leur sont passés par la tête quand ils étaient plus jeunes, mais dans lesquels ils n'ont pas pu prospérer. Et pour pouvoir embrasser ces métiers-là, qui sont peut-être un peu éloignés de la filière académique dans laquelle ils ont obtenu un diplôme, il est nécessaire qu'ils s'auto-forment. Donc, ils ont recours à différents sites ou plateformes où il y a des cours pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Les filières académiques, lorsqu'elles sont spécifiques, donc elles sont spécifiques à un secteur donné et toutes les compétences dont l'individu a besoin pour, je vais dire, s'épanouir, je l'avais dit tout à l'heure, ne sont pas contenues dans ces filières-là. Donc, il est nécessaire qu'il aille voir ailleurs. Et comme on le dit, on se forme toute la vie. Donc, il est nécessaire de toujours chercher à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc, l'auto-formation, je trouve que c'est une très bonne chose, surtout sous notre tropique. Il est important justement d'insister là-dessus pour que les plus jeunes comprennent que la formation, c'est un chemin continu et qu'on ne va pas forcément étudier une discipline pour décrocher un diplôme. Il n'y a pas que ça. Il est nécessaire de se maintenir à niveau et de chercher à être plus performant au fur et à mesure parce que le marché, il est dynamique. C'est cela. Lorsqu'on obtient un diplôme, il ne faut pas rester cloîtré dans ce domaine-là. Absolument. Parce qu'on peut exercer dans le domaine dans lequel on a obtenu le diplôme, mais lorsqu'on a besoin d'évoluer, on a forcément besoin d'ajouter de nouvelles cordes à son arc. Et soit on peut décider d'aller faire un master, soit on peut décider de suivre des formations qui vous donnent de nouvelles compétences et qui vous permettent de vous orienter dans les secteurs qui vous intéressent. Donc, on a le choix. Mais l'auto-formation, c'est une très bonne chose, je peux le dire. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure les métiers, on ne dira plus en voie de disparition, mais les métiers, oui, à risque ou qui vont perdre du terrain, hein, oui, assurément. Est-ce que, à l'inverse, vous pourriez nous parler des professions, de quelques professions qui sont les professions d'avenir, c'est-à-dire des professions vers lesquelles il serait indiqué aujourd'hui de se tourner, de commencer à se former? Oui, et pour tout le monde peut parler de ces professions-là, il suffit de faire un peu de recherche sur les secteurs qui intéressent le gouvernement béninois, par exemple. Le gouvernement béninois est fortement intéressé par les secteurs du numérique. Parce que, comme on le dit, le numérique, de nos jours, porte à peu près tous les autres secteurs. Partout, hein, dans tous les pays. Dans tous les domaines. Même quand vous faites de l'agriculture, vous pouvez y introduire du numérique et ajouter de la valeur à ce que vous faites. Donc, il y a les secteurs du numérique. Mais il y a également les secteurs des métiers techniques, donc la restauration, l'hôtellerie, le tourisme notamment. Le Bénin veut devenir une plateforme du tourisme, donc qui promeut le tourisme en Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont autant de domaines dans lesquels on peut s'orienter pour espérer à la fin, d'ici quelques années, prospérer. Il y a, donc, comme je le disais, les métiers de la restauration, les métiers du BTP. Tous les jours, il y a les chantiers au Bénin. Les Béninois veulent tous vivre dans leur maison, mais il y a également des chantiers de la route, des chantiers publics, etc. Donc, il y a ces secteurs-là dans lesquels on peut s'orienter pour espérer se faire une petite place au soleil. C'est cela. Mais comment attirer, parce que là, vous parliez des métiers techniques, je voudrais rebondir là-dessus et vous demander comment est-ce qu'on attire la jeunesse vers ces métiers-là, comment on attire des jeunes vers l'artisanat, l'agriculture, l'élevage, qui sont des domaines dans lesquels il y a fort à faire, mais qui sont des domaines jouissant peut-être d'une image qui n'est pas encore assez captivante, je dirais, pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour orienter les plus jeunes vers ces disciplines qui, assurément, leur ouvriront des perspectives dans leur carrière? Je pense que si on parle en termes de stratégie, on doit pouvoir commencer le plus tôt possible, tout au moins au niveau de l'enseignement secondaire. Et je pense, la première chose à laquelle je pense, c'est de mettre davantage les élèves au contact de ces métiers-là. Comment, à travers des stages? Peut-être pas à travers des stages, mais à travers des rencontres avec des professionnels.
dans nos collèges, les jeunes, les élèves revendiquent les journées culturelles. Ils peuvent tout aussi bien revendiquer des conférences où un professionnel vient leur parler de son métier, de son univers. Si on le leur propose. Si on le leur propose, voilà. Donc, on peut leur proposer davantage de ces choses-là. On peut également faire des visites d'entreprise pour des élèves qui, dès le secondaire, arrivent à savoir que dans ce domaine-là, voici les types de métiers qu'il y a. Et ça leur permet de s'ouvrir les esprits et de savoir qu'après le bac, ce n'est pas forcément ce à quoi je pensais quand j'étais au primaire ou ce à quoi je tenais, je disais je voulais devenir diplomate. C'est pas forcément à ça que je dois m'arc-bouter. Donc, je peux évoluer vers autre chose. Mais également, au niveau de l'université, il peut être intéressant, vous avez parlé des stages tout à l'heure, donc aider les étudiants à trouver davantage de stages dans les domaines dans lesquels ils ont envie de prospérer. Il y a quelque chose que, par exemple, dans l'université anglophone, ils font très bien, ils appellent ça le job shadowing. Donc, une journée où l'étudiant va rester auprès d'un professionnel pour apprendre ce qu'il fait, par exemple. C'est-à-dire qu'il le suit toute la journée. S'il est il étudie la comptabilité, il va dans une entreprise, il s'assoit dans le bureau d'un comptable. Et il le suit toute la journée et il voit ce qu'il fait. Et à travers cela, il comprend déjà ce à quoi ressemble la journée type d'un comptable. Si c'est un éleveur, il le suit de la même manière avec les bêtes. Si c'est une couturière, bon, on dira à l'université, on n'a pas envie de devenir couturière. Oui, ça peut être une créatrice de mode. Voilà, après, c'est une question de mots, hein, de rhétorique. Exactement, la créatrice de mode coud des vêtements, la couturière coud des vêtements. Exactement. Malheureusement, le fait de dire couturière, ça donne moins de valeur que de dire créatrice de mode. Vous voyez, on parlait justement de ça. Quels sont les leviers sur lesquels il faut jouer pour donner de la valeur aussi à nos métiers, parce qu'ils en ont. Ils en ont, tous ces métiers-là ont de la valeur. Oui. C'est peut-être la perception qui est faussement biaisée au niveau des plus jeunes. Là, tout de suite, si vous parlez de créatrice de mode, je suis sûr que vous aurez plus d'étudiants d'une classe de 4e ou de 3e qui voudront aller en immersion. Aller faire de la couture. Exactement. Voilà. Exactement. Je pense qu'il faut davantage de visibilité. On parle de visibilité tout le temps, mais ce n'est pas comme si la couturière au bord de la rue n'avait pas de la visibilité. Mais il faudrait peut-être montrer aux jeunes ou plutôt avoir des discussions avec les jeunes. Leur montrer les possibilités. Ça peut se faire de plusieurs manières. Il y a des foires où on parle d'orientation professionnelle, bien sûr, où on invite, comme je l'ai dit, des professionnels qui viennent parler de leur métier. Et il faut davantage parler avec les jeunes de ce qu'ils veulent faire. Malheureusement, personne ne demande aux étudiants ce qu'ils veulent faire. On leur dit ce qu'il faut faire. On leur dit ce qu'ils veulent faire. On leur dit ce qu'ils doivent faire. Un jeune peut venir à la maison et dire à sa maman, je veux devenir coiffeuse. La maman lui dira, moi, je ne peux pas être cadre dans une banque et mon enfant va devenir coiffeuse. Donc, on se refuse à avoir ce genre de discussion avec les jeunes. Alors que, on peut l'observer, vous et moi, de plus en plus de jeunes qui ont fait de très grandes études se tournent vers ces métiers-là. Ah oui, bien évidemment. Ils font de la restauration. Bien sûr. Parce que la réalité, si vous me permettez, c'est que d'une manière ou d'une autre, de nombreuses allées sont bouchées. Comme vous le disiez, les secteurs publics vont recruter de moins en moins. C'est une tendance qui est mondiale. Et il y a également dans le secteur privé une situation généralisée qui fait que les entreprises existantes n'embauchent plus non plus à l'appel parce que tout le monde est dans une optique d'optimisation de résultats. En plus, on parle d'auto-emploi. Auto-emploi, voilà. Entrepreneuriat, auto-emploi, entrepreneuriat. Donc, effectivement, cette tendance à vouloir aller vers ce que l'on aime faire est de plus en plus remarquée chez les jeunes. Et ça crée des frictions. Il faut pouvoir l'encourager. C'est ça. Il faut pouvoir l'encourager. C'est tout le mérite des structures qui se mettent en place pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je parle notamment des centres d'incubation d'entreprise. Oui. Où on dit aux jeunes, venez avec votre idée d'entreprise, on vous accompagne pour que vous puissiez en faire un projet viable. Encore qu'il faille que le centre d'incubation ait une offre de service valable à proposer aux jeunes, ne pas leur faire perdre leur temps. Donc, pouvoir les aider à développer leur business plan, pouvoir les aider à trouver le financement, pouvoir les aider à se lancer. Tout le monde peut peut-être devenir entrepreneur, mais tout le monde n'a peut-être pas la fibre entrepreneuriale. Absolument. Et puis, de toute façon, être accompagné, c'est toujours utile parce qu'on peut avoir de la volonté, mais ne pas avoir toutes les compétences qu'il faut au départ. Voilà. Lorsqu'on a cet accompagnement-là, ça maximise les chances de réussite. Exactement.
Ça maximise les chances de réussite. Et il faudrait que nous parlions tout de même de certaines initiatives parce qu'on a tendance à décrier assez souvent le déphasage qui existe, on l'a dit à plusieurs reprises, entre les besoins du marché et le système éducatif. Il y a tout de même certaines structures qui ont le mérite d'œuvrer dans le sens de l'insertion et de l'orientation professionnelle des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc il y a plusieurs initiatives. Quand j'observe, je vois des initiatives du gouvernement, notamment qui ont pour but d'offrir une première expérience professionnelle à des jeunes, notamment dans les secteurs de l'enseignement technique. Mais il y a également des initiatives qui ont pour but d'aider les jeunes à se transformer, à donner le meilleur d'eux-mêmes à la communauté. Donc, il ne s'agit plus seulement d'offrir une formation académique, mais il faut également penser à aider les étudiants à développer de nouvelles compétences qui puissent mieux les aider à s'insérer. On parle notamment des soft skills. Donc, au plan académique, on dit que les compétences techniques que vous obtenez, que vous développez en suivant, en faisant des études dans une filière, ce sont des hard skills, mais il y a des compétences comportementales que vous devez avoir. Exactement, le savoir-être. Le sens de l'écoute, le sens du détail, etc. Le leadership, etc. Donc, l'Université d'Abomey Calavi a mis en place un tel programme qui recrute des étudiants, qui les forme, mais également qui met en place tout le dispositif pour pouvoir les orienter, pour pouvoir les aider dans l'insertion professionnelle. Donc, ça permet de réfléchir à des questions liées notamment au mentorat. Il y a peu d'expérience sur le mentorat au Bénin. Mais le mentorat permet à l'étudiant d'être en contact avec un professionnel qui, pendant une période plus ou moins longue, lui montre les ficelles du métier. Donc, lui montre dans quelle mesure il peut s'insérer dans tel ou tel métier, lui faire bénéficier de son réseau, lui donne des conseils. Seulement ceux qui ont dans leur réseau professionnel, donc via leurs parents, via des personnes qu'ils connaissent, arrivent à avoir des professionnels qui leur donnent ce genre de conseils, arrivent à savoir. Et comme on le dit, avoir l'information, c'est la clé du succès. Quand vous n'avez pas la vraie c'est le pouvoir. Exactement. Donc, c'est intéressant que ce genre de programme puisse aider les jeunes à développer ces aptitudes, à les mettre en contact avec des mentors, à leur permettre d'avoir une première expérience professionnelle. Et ça, j'imagine, devrait pouvoir leur permettre de s'insérer plus facilement après l'obtention de leur diplôme. Mais il est heureux de savoir qu'il y a donc des initiatives de ce genre et c'est certainement parce que nous n'avons pas l'information, comme vous le disiez, il y a certaines choses qui se font et la population n'est pas forcément informée, si bien qu'on reste dans cette dynamique-là et on pense que on ne cherche pas, ou en tout cas que les autorités ne cherchent pas à changer un petit peu les choses, alors qu'il y a une prise de conscience manifeste et des programmes qui sont mis en place. Ce sont des choses à encourager. L'université d'Abomey Calavi, si elle le fait, je suppose que dans plusieurs autres universités en Afrique, également en Afrique francophone, cela se fait parce que je sais que du côté anglophone, ils sont toujours step ahead. Ils sont un peu plus débrouillards. Oui, on va dire qu'ils ont un petit train d'avance. Un petit train d'avance. Alors, le digital est un facteur important dans tous les secteurs aujourd'hui, ce qui explique entre autres le boom du e-learning. Et vous évoquiez également tout à l'heure la large palette de métiers qu'offre le numérique. Cependant, il existe des limites dans nos environnements, notamment au niveau de la qualité du réseau Internet et de l'accès à ce réseau qui reste quand même cher, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que vous voyez les choses? Les pays africains vont-ils, en raison de ces limitations, passer à côté de cette révolution ou est-ce que nous allons développer nos propres modèles? Parce qu'elles sont en connexion abordable et qualitative, difficile de profiter du boom du digital. Oui, je pense que les pays africains devront faire preuve de créativité. Je crois qu'en Afrique, on a un certain génie, on arrive à s'adapter aux choses et à proposer nos propres solutions. Et l'une des solutions serait par exemple de pouvoir, nous parlions d'éducation, donc de e-learning, et donc vous évoquiez le fait que le coût et la qualité de la connexion Internet pourraient constituer un frein à l'accès à l'éducation et à l'instruction. Alors, il y a plusieurs formats de e-learning. Il y a des formats où une partie de la formation est donc en ligne et l'autre partie est en présentiel. Donc, ce sont les formations hybrides.
il faut peut-être que les institutions s'orientent davantage vers ces secteurs-là. Et donc, peut-être mettre en ligne les parties qui, je vais le dire de manière peut-être non professionnelle, je ne suis pas spécialiste de la question, très brute, donc mettre les parties littéraires et que les parties qui consistent à faire développer des compétences aux étudiants. Plus pratiques. Soit ces parties-là où on soit en présentiel avec l'étudiant, avec l'enseignant. Mais il y a également des solutions qui existent et qu'on peut adapter à nos réalités et qui permettent d'avoir accès au contenu en ligne, mais hors ligne. Bien sûr. Voilà. Donc, on puisse accéder à la plateforme de e-learning, suivre les cours, faire les examens sans avoir besoin d'acheter la connexion Internet. Cela revient à dire que celui qui produit, soit il supporte le coût, soit il fait porter le coût par celui qui accède d'une autre manière. Donc, je pense qu'on peut faire preuve de créativité. Modèles. Il y a également la possibilité de faire diffuser les cours par SMS. Ce sont des choses auxquelles on peut penser. Mais on ne peut pas se laisser limiter par le coût et la qualité de la connexion, parce que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on puisse régler dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Très bien. Des diplômes, oui, mais des diplômes utiles, de la préparation et surtout des compétences monnayables, c'est ce dont la jeunesse africaine a besoin pour tirer profit de toutes les opportunités de notre époque. Les mutations prendront du temps, mais il faut se lancer dès maintenant et c'est ce que nous faisons déjà à la Rock Academy en vous proposant des formations dans de nombreux domaines que vous pouvez retrouver sur notre site www.academyrock.com. Monsieur Wilfried Aronsou, merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Votre mot de fin? Ce que je vais dire pour finir, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, inviter les différents acteurs du système à plus de préparation. Et dans le rayon dans lequel j'exerce le plus, je m'adresse aux étudiants. Donc, plus de préparation, c'est mieux savoir là où on va. Et pour savoir là où on va, il est parfois intéressant ou plutôt très intéressant de savoir d'où on vient. Donc, de se connaître soi-même. Et vous avez parlé d'aller à la découverte de soi, de connaître ses passions, ses points forts, pouvoir savoir dans quel domaine on peut prospérer et, comme vous l'avez dit, de se faire une place au soleil. Donc, beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation. On va retenir ça en guise de conclusion. Et pour bénéficier justement de tous les contenus que nous mettons à votre disposition, nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux et à créer un compte gratuit sur notre site www.academyrock.com. Monsieur Aronsou, vous êtes désormais un ambassadeur de la Rock Academy et j'ai le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de notre partenaire Houdin et une casquette rock. Merci beaucoup, je suis là en même temps. C'est un plaisir, en plus ça vous va ravir. En attendant qu'on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.